Dans le parc de Lancarné, au nord-ouest de Madagascar, en plein cœur de la forêt, se déroule une mission scientifique originale. À la cime d'un baobab, Élisée, étudiante en biologie végétale à l'université de Tananarive, effectue des prélèvements. Dans un arbre voisin, Unza récolte elle aussi des données. Toutes deux font partie d'un programme de recherche destiné à évaluer l'état de santé des baobabs de Madagascar. Le chef de la mission, Pascal Dantu, s'apprête à rejoindre ses étudiantes. Sur le chemin, il ne croise que des baobabs très anciens. Une observation qui inquiète le scientifique. On a l'impression que les baobabs disparaissent, qu'il n'y a pas de régénération, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes baobabs, de jeunes générations qui se mettent en place, qu'on trouve des vieux baobabs comme ceux qu'on a derrière nous, mais pas de juvéniles, et donc qu'il y a un problème de régénération. Une mauvaise reproduction de ces arbres pourrait être en cause. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont choisi de faire leur étude à un moment bien précis de l'année. C'est une espèce qui, à l'heure actuelle, là, en ce début d'avril, qui est en fleurs. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de visiter nos espèces de baobabs, justement, quand elles ont des fleurs, puisqu'on a beaucoup de questions à poser aux fleurs. La clé de l'énigme réside donc peut-être dans l'étude de la fleur de baobab. Une fleur mystérieuse qui s'ouvre uniquement au crépuscule et qui fane au bout de 24 heures. Pour étudier cette mystérieuse éclosion qui se produit à plusieurs mètres au-dessus du sol, les scientifiques doivent donc, avant toute chose, faire appel à des spécialistes de l'ascension dans les arbres, les acrobrancheurs. Olivier ? Unza, accompagné de Lionel et Olivier, se met en quête de l'arbre idéal pour les prélèvements de la nuit. Un baobab dont les branches seraient à la fois à portée de corde et recouverts de boutons prêts à s'ouvrir. Attends, je vais vérifier. Il y a des boutons là-dedans? Ouais, il y en a un là, deux là. Et c'est sûr que tous ces boutons vont s'ouvrir ce soir. Pour moi, c'est pas mal parce qu'il y a la grosse perche au milieu là. On va pouvoir s'accrocher là-dessus. Oui, c'est vrai, tu peux te mettre dessus là, c'est vraiment bien. On va aller attraper. Allez, c'est parti, la première avant branche, que la nuit tombe. Hein? Ouais, allez. Ça marche. Pascal rejoint l'équipe au moment le plus délicat. Olivier va tenter d'atteindre les branches qui supporteront tout le système d'ascension. Ah, impressionnant ton truc. Et c'est quoi, raté, réussi? Tu l'as eu? Bah, tu vois, quand je suis là, tout marche bien. Ouais. Le rôle des acrobrancheurs est capital pour la mission, installer un accès facile et sécurisé à la cime des arbres. Olivier monte en éclaireur pour voir si les conditions au sommet sont optimales. Apparemment, Olivier a trouvé au moins 4 boutons fleuraux qui vont s'ouvrir dans les prochaines heures, là, qui sont prêts à s'ouvrir. Donc c'est bon, on va pouvoir lancer quelques expérimentations sur ces 4 futures fleurs. L'arbre est à présent équipé et les scientifiques vont enfin pouvoir accéder à leur lieu d'observation situé à 15 mètres de hauteur. Après une ascension de près de 20 minutes, Élisée atteint enfin le sommet. Elle peut maintenant attendre la tombée de la nuit et l'ouverture des premières fleurs. Et comme tous les jours, le spectacle magique dont nul ne connaît le déclencheur se produit. Chaque fleur déploie ses pétales dans l'attente d'un pollinisateur. Un insecte qui apportera sur ses pattes du pollen issu d'une autre fleur, permettant ainsi de féconder le pistil et de produire un fruit.
porteur de graines, celui-ci pourra alors donner naissance à un nouveau baobab. On sait qu'elle s'ouvre dans un intervalle très très précis de temps, à la tombée de la nuit, le soir, mais on ne sait pas combien de temps la fleur est réceptive, combien de temps elle attire les insectes ou les pollinisateurs et combien de temps donc après son ouverture elle peut être fécondée. C'est ce qu'on essaie de vérifier. À partir de maintenant, les scientifiques ont 24 heures pour faire parler les fleurs. Ça y est? Le lendemain matin, les expérimentations de la nuit se poursuivent. Depuis l'ouverture des fleurs, les scientifiques analysent tous les artifices qu'elles déploient pour attirer les insectes pollinisateurs. Ils capturent donc les parfums, véritables messagers de la reproduction, qui sont transportés par le vent sur des kilomètres. C'est bien là-haut? Ouais, c'est Un peu chaud? 36 degrés. Là-haut? Ouais, là-haut. On est mis en bas alors. À la base des pétales, Élisée prélève également le nectar, la nourriture des pollinisateurs. Un fluide sucré très fragile qu'il faut congeler pour éviter qu'il ne se détériore et avoir une chance d'en analyser les composants. Il est donc plongé dans l'azote liquide à moins 180 degrés. Mais la véritable énigme que tentent de percer les chercheurs, c'est l'identité de ce mystérieux pollinisateur. Est-il lui-même menacé, ce qui expliquerait la faible reproduction des baobabs? Pour répondre à cette question, l'équipe va tenter de capturer des insectes grâce à un piège lumineux. Et dès la tombée de la nuit, ils affluent en grand nombre. Hunza attrape un premier papillon de nuit, un sphinx. Je pique avec de l'ammoniac pour le tuer. Mais la trompe de ce papillon semble trop courte pour en faire un bon candidat. Ah oui, c'est ridicule. Ben celui-là, il aurait du mal à être pollinisateur parce que l'idée, c'est que pour être pollinisateur, il faut avoir une trompe de cette longueur-là. Que le corps du papillon soit au niveau des étamines, et d'ailleurs il y a plein de pollen, et la trompe qui ne peut être utilisée par le papillon que lorsqu'elle est complètement déroulée, se trouve au fond de la fleur, au fond du calice, puisque c'est là que se trouve le nectar. Impossible pour ce petit papillon de remplir ce rôle. Les chercheurs attendent donc les prochains candidats. Élisée? Hunz, venez voir. Ouais, une grosse bébête. C'est quoi ça? Ce papillon appartient lui aussi à l'espèce des sphinx, mais il est beaucoup plus gros que le précédent. On peut voir? Ah oui? Ah bon, De toute façon, on va le capturer alors. Ça marche. Attention. Oui, il est mort. Cette fois-ci, la trompe est beaucoup plus longue, 10. près de 18 cm. 18 cm, c'est exactement cette distance-là. Donc si on arrivait à avoir le papillon précédent en action, on verrait que son corps est à ce niveau-là et sa trompe est bien sûr au niveau du fond de la fleur. Certains sphinx peuvent donc être les pollinisateurs des fleurs de baobab. Pourtant, une nouvelle nuit au sommet va prouver que d'autres insectes viennent également les butiner, des abeilles. Leur présence prouve aux chercheurs que la reproduction est active et qu'il faut chercher ailleurs les causes du déclin des baobabs. Pour mieux protéger cet arbre légendaire, les scientifiques devront encore élucider bien des mystères. Un véritable défi qui nécessitera encore de nombreuses heures de recherche à la cime de ces géants de la forêt. Et grâce à l'association Madarbres, vous pouvez vous aussi vivre une expérience unique à la cime des arbres sans déranger l'équilibre fragile de l'écosystème. Renseignements sur le site internet de l'émission.